La parole est au groupe Voix commune. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord rappeler que les collectivités ont un budget de fonctionnement en équilibre et empruntent uniquement pour investir pour l'avenir. Et notre métropole maîtrise sa dette avec une bonne gestion financière. Le gouvernement n'est donc pas fondé à vouloir maîtriser les budgets de fonctionnement et d'investissement des collectivités. Elles ne peuvent pas être considérées comme responsables des dérives budgétaires du gouvernement. Par rapport au débat d'orientation budgétaire, nous y voyons un peu plus clair, en particulier avec le vote de la loi de finances 2025, même s'il reste des incertitudes liées au décret non publié sur le dispositif de lissage. Construire un budget équilibré dans ces délais inédits a été un tour de force dont nous voulons remercier les services et le vice-président Bertrand Rattrini. Notre groupe Voix commune, citoyens, citoyennes, éco-socialistes, engagé dans la majorité, votera donc ce budget sans ambiguïté pour plusieurs raisons. Il respecte nos priorités, il reflète une gestion saine et il ne remet pas globalement en cause les avancées depuis 2020 sur la solidarité, la transition écologique et le logement, même si certaines coupes budgétaires auront des conséquences sur le service rendu, l'accompagnement du RSA, les structures d'insertion ou les dotations au collège, pour ne prendre que quelques exemples. Déjà, les efforts budgétaires en 2024 ont conduit à ne pas remplacer tous les départs de personnel titulaire et à des suppressions d'emplois contractuels, avec des conséquences sur les services et les conditions de travail. Malheureusement, la loi de finances 2025 va entraîner plus de 50 millions d'euros de baisse de dotation et des fractions de TVA compensatrices, en contradiction avec les engagements antérieurs de l'État. Et il y aura à venir les conséquences non inscrites dans ce budget des décrets sur le dispositif de lissage dont on ne sait pas s'il portera sur un prélèvement supplémentaire de 27 ou 50 millions d'euros. Même si l'évaluation prudente des recettes de DMTO qui devraient remonter peut laisser prévoir des recettes en plus à venir pour compenser à partie cette baisse, ces prélèvements vont avoir des conséquences importantes sur nos services publics. On pourrait ajouter à cela les baisses indirectes dans le budget de l'État, comme sur le fonds vert, l'accompagnement du RSA ou l'insertion déjà évoqué par Renaud Père. Chers collègues de l'opposition, quand vous soutenez le gouvernement et son budget, vous soutenez ces mesures et en portez donc une part de responsabilité. Quand certaines ou certains en commission déclarent qu'il faut bien prendre sa part de l'effort budgétaire de l'État, vous en assumez la responsabilité et vous êtes face à une sacrée contradiction quand vous opposez à certaines baisses budgétaires. S'il y avait un partage de l'effort à avoir, ce n'est pas du côté des collectivités qu'il fallait regarder, mais du côté de la fiscalité des plus riches et des exonérations de cotisations sociales ou d'impôts pour les entreprises, sans contrepartie en termes d'emploi ou de transition écologique. Avec des recettes réelles de fonctionnement en baisse de 0,8% pour le budget principal, nous comprenons qu'il a fallu baisser l'autofinancement de 17,6 millions d'euros, tout en maintenant l'essentiel de la programmation pluriannuelle des investissements. Et nous comprenons que les dépenses réelles de fonctionnement baissent de 0,2%, comme nous savons bien que cela implique des baisses sur certains budgets. Pour les ressources humaines, la hausse de 3% va être absorbée par des mesures nationales prises sans concertation, comme la hausse des cotisations CNRACL ou la prise en compte du GVT. Donc il y aura encore des non-remplacements de départ préjudiciables et des transformations de postes pour faire face aux urgences qui sont la conséquence des choix politiques de l'État, encore une fois. Nous vivons une situation critique qui implique un dialogue renforcé et transparent avec les syndicats, une gestion de crise et une définition claire des priorités. Notre groupe sera très attentif à la situation des maisons de la métropole, en particulier dans les quartiers prioritaires, de la PMI ou de la MDPH, de la protection de l'enfance, des chats touchés par des vacances de poste et des non-remplacements en 2024. On ne peut pas aller au-delà. Pour la baisse de dotation des collèges, comme sur l'insertion, nous notons, comme sur d'autres postes, que les départements voisins ont décidé des coupes bien plus lourdes, chers collègues de l'opposition. Nous enregistrons qu'une baisse des coûts de l'énergie et parfois des fonds de roulement conséquents peuvent expliquer des baisses ciblées pour des collèges, mais la clause de sauvegarde devra être garantie si ces prévisions sont démenties.
Nous comprenons qu'on puisse baisser les lignes budgétaires au niveau des dépenses réelles constatées en 2024, comme sur le RSJ avec le même nombre de bénéficiaires. Même si cela nous interroge sur l'insuffisance de ce dispositif, lié en partie à des limites d'accès trop grandes et à la concurrence de nouveaux dispositifs d'État. Nous demandons qu'un groupe de travail réexamine l'ensemble des aides aux jeunes pour mieux cerner la situation à un moment où la précarité touche trop de jeunes. Nous voyons que l'ouverture de centres d'accueil dignes pour les mineurs non accompagnés ou les jeunes majeurs, en alternative pertinente de l'accueil en hôtel très coûteux, puisse conduire à des économies budgétaires tout en réduisant les délais de traitement des dossiers. Et là, je veux d'ailleurs interpeller de nouveau les maires et les élus qui s'opposent à l'ouverture de ces centres au mépris de la responsabilité budgétaire comme de notre devoir de solidarité. Mais là encore, une clause de sauvegarde sera indispensable si les centres n'ouvrent pas. Sur l'accompagnement du RSA, nous saluons le maintien du soutien de la métropole à l'expérimentation sur les 3 territoires et le travail fourni par les travailleurs sociaux et les associations. Mais nous regrettons la baisse sur les lignes d'accompagnement et surtout, nous dénonçons le retrait de l'État de l'expérimentation alors qu'elle donnait des résultats intéressants. Quelle incohérence! Comment, dans ces conditions, l'expérimentation va-t-elle pouvoir continuer? Les mêmes questions se posent globalement sur l'insertion. Ces questions légitimes ne peuvent pas faire oublier les efforts très importants de notre majorité depuis 2021 en faveur du logement, de la solidarité, de l'urgence sociale ou de la transition écologique. Nous soutenons l'effort accru pour les transports en commun en soutien au Citral ou encore l'accord sur la SDMIS. Nous soutenons l'augmentation de la CFE, conformément à la loi, d'autant plus que notre métropole n'est pas dans les plus élevés parmi les métropoles comparables. On devra sans doute dans l'avenir poser aussi la question du niveau du versement de transport mobilité. Par ailleurs, comme ce budget l'amorce, les efforts budgétaires incontournables ne doivent pas porter seulement sur le fonctionnement, car nos services publics sont indispensables à nos concitoyennes et concitoyens, comme la période Covid l'a encore démontré, mais aussi entraîner une priorisation des investissements dans le temps. Ne faudrait-il donc pas réfléchir aussi à l'avenir sur l'investissement pour alléger le besoin d'autofinancement prélevé sur le fonctionnement? En conclusion, nous sommes solidaires de notre majorité et de l'exécutif et notre groupe Voix commune, citoyennes, citoyens éco-socialistes votera sans hésiter ce budget en prenant en compte tout ce qui a été réalisé depuis 2021 en conformité avec nos priorités et objectifs communs et le contexte très contraint en particulier à cause des décisions de l'État, du gouvernement et de sa majorité. Nous serons en même temps attentifs à la situation des services comme les maisons de la métropole, la PMI ou la protection de l'enfance et à la mise en œuvre des clauses de sauvegarde en cas de dégradation non prévue.